À chaque jour qui passe, on perd un peu de terrain, dans le fond. Je regarde là, les tendances mondiales, dans le fond. Ils vont avoir des répercussions ici. À nous de nous assurer que ces changements-là, on les gère. On les gère comme il faut. Parce que si on ne les gère pas, là, c'est d'autres qui vont nous obliger à emprunter des voies qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes parvenus à la dernière émission de cette série sur l'agriculture. Roméo, quel bilan fais-tu de la démarche que nous avons faite durant ces 12 émissions? Vous aurez constaté que la grande majorité de nos intervenants ont plaidé en faveur de réformes importantes dans notre régime et nos politiques agricoles. Du côté des nouveaux paysans éco-responsables, on voudrait voir lever des contraintes dans les lois, les règlements et les programmes actuels qui empêchent ou ralentissent le développement d'une agriculture éco-responsable en lien direct avec les consommateurs et les marchés locaux. On demande de faire de la place au développement d'une agriculture axée sur l'autosuffisance alimentaire du Québec et des communautés locales, plutôt qu'uniquement sur les productions commerciales et d'exportation, et de lui accorder un soutien équitable. Maxime Laplante, président actuel de l'Union paysanne, s'est montré pour sa part plutôt sceptique sur la possibilité de changements importants. Ma position là-dessus, c'est que l'agriculture, au même chapitre que l'ensemble des ressources naturelles du Québec, font l'objet d'un abandon total à des cartels privés. Là, on parle des mines, on parle de la forêt, on parle de la pêche, on parle de l'agriculture, etc. Tout le secteur complet des ressources naturelles, c'est un abandon. Les cartels privés vont nous gérer ça. C'est ce à quoi on assiste partout. Les gaz de schiste, name it. Et l'agriculture ne fait pas exception. L'État s'imagine encore que c'est l'UPA qui va gérer ça. Oui, mais ils ont fait la preuve du fiasco. Le fait que la quasi-totalité de la population soit clairement en faveur de quelque chose n'est pas suffisant pour qu'il y ait un changement. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il va falloir trouver une nouvelle façon d'agir collectivement. Est-ce que c'est la masse qui est la clé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut concevoir de nouveaux outils parce que ceux qu'on a traditionnellement ne fonctionnent pas? Par contre, je ne suis pas convaincu non plus qu'on ait besoin d'avoir 3 millions de personnes de notre bord pour implanter un changement. L'histoire ne fonctionne pas toujours comme ça non plus. Et il reste à trouver, on s'y prend comment? Le fait que tout le monde en ait ras-le-bol n'est pas suffisant pour enclencher un changement. On fait quoi? Nous devons reconnaître que nous avons eu un peu de difficulté à faire parler les gros producteurs laitiers et céréaliers qui sont, comme nous le savons, très occupés. Par contre, à la ferme La Pokita, une ferme d'enseignement rattachée à l'ITA de la Pocatière, on s'est montré plein d'espoir et d'intérêt pour une transition écologique dans les productions animales. La ferme La Pokita, c'est un organisme sans but lucratif qui a été créé au début des années 2000 pour être capable de, justement, aller chercher des investissements du milieu pour faire grandir la ferme qui est attachée à l'ITA de la Pocatière. Donc, notre mission principale, c'est d'être capable de fournir à l'ITA de la Pocatière un lieu d'enseignement pour faire l'apprentissage de l'enseignement qui est donné à l'ITA de la Pocatière. Dans le champ d'action de la ferme-école La Pokita, c'est 800 acres de terre en propriété du MAPAC ou loué, en location. Là-dessus, il y a des cultures biologiques, donc on a près de 200 acres de terre certifiée biologique pour l'alimentation des troupeaux principalement, et puis pour faire des céréales, pour amener de l'eau au moulin, des revenus au niveau de la ferme. Au niveau des cheptels, donc on a 2 cheptels laitiers,
biologique, ici, à l'unité laitière bio, on a 35 vaches en production, 80 de Jersey, 20 de race canadienne. Pour l'unité de laitière en régie conventionnelle, on a 45 vaches en production, donc en majorité de la Holstein, et on a de l'Archir et deux sujets Suisse Brune. On a aussi un cheptel d'équins qu'on doit s'occuper pour l'enseignement au niveau du programme équin de l'ITA de la Pocatière. Donc, bon an, mal an, il y a entre 70 et 75 chevaux qui sont sur la responsabilité de la ferme-école. Et on a 10 vaches de boucherie dans l'élevage vache-veau pour mettre en pratique les techniques au niveau du bovin de boucherie. C'est sûr et certain qu'on est dans le bâtiment qui a été mis en place au début de l'année 2010. Donc, le bâtiment a été créé dans le but de favoriser l'agriculture durable. Donc, on a un bâtiment de toile qui a demandé beaucoup moins d'investissement qu'un bâtiment standard au niveau de l'isolation. On favorise la lumière naturelle, donc toute la lumière du troupeau qui alimente le bâtiment est arrêtée de façon automatique quand il y a suffisamment de luminosité à l'intérieur du bâtiment. Nos vaches sont gardées en stabilisation libre, donc il n'y a aucune vache attachée à l'intérieur du bâtiment. Ils ont accès à un espace d'exercice sur ce qu'on appelle un enclos à litière compostée. Donc, les vaches sont libres dans l'allée de l'alimentation ou l'allée de couchage, l'allée de repos, puis favorise justement là, le bien-être animal aussi à ce niveau-là. La litière est composée pour notre ferme ici uniquement de matières ligneuses. Donc, c'est des résidus de l'industrie du bois. La compagnie qui nous le fournit, c'est un résultat du tamisage de la rive de bois. C'est un matériel qui est très sec, donc on le part. On garde toujours, à chaque fois qu'on est vidé, on vide notre parc 2 fois par année. Donc, à toutes les fois qu'on vide notre parc, on en garde une partie qu'on réétend pour alimenter le nouveau parc qui va commencer au mois d'octobre. Donc, on reprend, on remet de la ripe comme ça, puis que les vaches, c'est sûr qu'à l'hivernement, sont constamment à l'intérieur du bâtiment, donc ils alimentent beaucoup plus que l'été au niveau de notre parc. L'été, on va utiliser beaucoup plus de mousse de tourne, qui est produit ici à Rivière-Ouelle. La mousse de tourne nous permet d'avoir une bonne qualité d'absorption et les mouches ne pondent pas dans la mousse de tourne. Donc, on a un contrôle des mouches qui est beaucoup plus naturel à ce niveau-là. Quand ça a été mis en place sur litière compostée dans un bâtiment froid, pour des vaches en production laitière, il n'y en avait pas au Québec. Ça a été un début. Par la suite, il y a différents producteurs qui ont été de ce côté-là pour garder des génisses, garder des animaux d'élevage. Et puis, pour ce qui est là, des vaches en production laitière, on en rencontre beaucoup plus au Québec présentement. Ouais, ça Donc, commence à se répandre. Avec le concept de bien-être animal qu'on se dirige, puis heureusement qu'on se dirige vers ça, c'est un concept qui est à un coût raisonnable, va permettre justement d'atteindre les cibles de bien-être animal là-dessus. Avec cette méthode-là, oui, moins de mécanique, moins de frais de bâtiment, moins de frais de travailleurs, etc. C'est exact. Ici, là, pour l'ensemble de notre bâtiment, même si on est en appui à l'enseignement, il y a un travailleur qui s'occupe de la régie de l'ensemble du troupeau. Pas besoin de 2 personnes. C'est très rapide au niveau du nettoyage puis de nourrir les animaux. Puis comme l'équipement, vous voyez, là, il n'y a pas eu de métal, de stahl. Il y a des choses que le bâtiment qui ont été incluses à l'intérieur du bâtiment parce qu'on est une maison d'enseignement. Donc, on appuie l'enseignement. Donc, on est sur une passerelle qui, dans un bâtiment de producteur, on n'aura pas besoin d'investir à ce niveau-là. Exemple. Depuis 1 an et demi, à l'ITA de la Pocatière, il y a une option spécifique qui est offerte aux étudiants en production laitière, l'option biologique. Donc, les étudiants viennent ici et la spécialité qu'ils ont,
pour ceux qui le choisissent, c'est d'étudier en production laitière biologique. Il y a beaucoup plus de demandes, justement, pour apprendre, pour aller du côté biologique aussi. Vous le voyez, là, Oui, on à la voit. ferme Il y a une demande d'enseignement. au niveau de la production, très forte demande à ce niveau-là. Donc, puis, la Fédération des producteurs de lait veut certifier plus rapidement, accélérer le mouvement de certification pour les producteurs qui se dirigent en production biologique. Reste que l'étudiant qui va faire le choix au niveau de régie conventionnelle, bien, il y a des formations de base aussi en régie bio, l'inverse aussi, pour être capable d'avoir un aperçu des deux, mais il y a une spécialité qui est choisie pour être capable d'aller plus en profondeur, puis comprendre les principes de l'agriculture bio, tant au niveau de la production laitière que de la production au niveau des champs, puis être capable de, justement là, d'aller chercher le maximum que la production peut y donner. Comment est-ce que les animaux réagissent dans un environnement comme celui-là? Vous les observez depuis plusieurs années. C'est un troupeau qui est habitué à ça. C'est sûr que c'est des animaux qui sont moins nerveux. Oui, c'est des animaux qui sont moins nerveux parce qu'il n'y a pas de contrainte. Un animal, surtout dans les vaches laitières, et quand on l'approche, si elle a une zone de dégagement, une zone pour s'enfuir, ça va la rassurer. La vache va être beaucoup moins nerveuse à ce niveau-là. Donc, on va se promener à travers nos vaches, puis vous allez voir là, qu'ils ne se lèveront pas pour se déplacer. Ils n'auront pas de crainte à ce niveau-là. Donc, on a des animaux qui sont beaucoup moins nerveux. C'est sûr que les techniques biologiques n'exploitent pas comme des Formule 1 nos vaches. Donc, c'est sûr et certain qu'au niveau santé, puis l'atmosphère aussi, on est quand même dans une atmosphère froide. Donc, la distribution des maladies est beaucoup moins grande aussi. Les frais vétérinaires sont quand même très, très abordables à notre unité laitière biologique. Peu importe que ce soit conventionnel ou biologique, le système de parc comme on a, moi, je suis convaincu que c'est un très grand progrès pour favoriser le bien-être animal, puis avoir justement une matière qui est réutilisable facilement au niveau de notre culture. Au niveau de la construction du bâtiment, je vous dirais que c'est quoi qui est très, très abordable pour quelqu'un qui veut commencer en production laitière ou qui veut changer sa production. Parce que là, la ferme, est-ce qu'elle est rentable pour vous autres actuellement, pour l'OSBL? Est-ce qu'elle au moins vous permet d'alimenter un peu la place? Oui, parce que la production laitière au niveau des marchés est avantagée par une prime de lait biologique qu'on reçoit. Donc, le prix de base versé à tous les producteurs, on le reçoit, puis on a une prime de lait bio qui nous est versée à entre 90 à 93 % du total du lait qu'on produit ici. On rajoute une prime d'entre 20 et 23 $ de l'hectolitre présentement. D'une manière économique, là, c'est sûr que la production bio amène des contraintes au niveau certification. On a des cahiers de charges qu'il faut rencontrer et des choses bien précises. Il y a quelqu'un qui vient vérifier notre certification une fois par année pour qu'on réponde à notre cahier de charges. Mais de façon économique, là, si je pourrais, en tant que directeur et qui s'occupe du côté financier, oui. Tout le quota de production de la ferme-école, si on pourrait être bio, là, ça serait bon? Oui, ça amène un apport économique très intéressant. En fait, la prime de 23 $ l'hectolitre, vous dites, ça équivaut à peu près à un surplus en pourcentage de combien? 10 plus que ça. Plus que ça. C'est le prix de base payé aux producteurs présentement est entre 75 à 80 $ l'hectolitre. Nous, on va chercher plus que entre 20 et 25 % de plus. Le professeur Claude Gélineau nous a aussi donné un point de vue réaliste mais positif sur la transition écologique en cours. Moi, je trouve qu'on a fait pas mal de chemin. Pour avoir vécu les années 70, là, avec la poignée de gens qu'on était dans le temps, à y croire, mais marginalisés, moi, je trouve qu'on a fait pas mal de chemin.
Le plus difficile, d'après moi, est déjà fait. C'est la crédibilité. C'est aussi la population qui a pris conscience. Même s'ils ne sont pas au courant de toutes les raisons pour lesquelles il n'y a plus de bio, là, il y a un mouvement dans ce sens-là. Et là, il y a un aspect politique qui se développe autour de ça. Puis moi, je pense que sans que ce soit juste du bio partout, le bio va influencer le conventionnel. C'est-à-dire, même si on a juste 2 % de la production bio certifiée, les techniques en bio, ils affectent les autres. Puis ça, on oublie ça des fois. Oui, ils sont exportés beaucoup là, dans le conventionnel actuellement. Ouais. Pour la culture. Les mises en marché, il y a toutes sortes d'affaires que le bio amène. Il y a une fraîcheur que le bio amène, que le conventionnel utilise jusqu'à un certain point à l'intérieur de leurs moyens et de leurs possibilités, là. Fait que moi, je pense qu'il y a un mouvement qui s'en vient. Jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Bon, est-ce que l'autosuffisance est un objectif à avoir au Québec? Je ne suis pas sûr de ça. Ah oui? Je ne suis pas certain. Parce que les gens, ils mangent qu'est-ce qu'ils veulent manger. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont faire le choix d'arrêter de manger du porc parce que ça prend des antibiotiques ou toutes sortes de choses de même. Ils vont arrêter du bœuf parce que ça prend trop de kilos de grains. Ça, c'est de voir les choses juste d'un point de vue, là. Quand on dit que la production bovine est dispendieuse, c'est parce qu'on ne considère pas le fumier qui va avec. On ne considère pas les prairies qui sont là et qui sont utiles pour l'agriculture. Si tu regardes juste un aspect, puis tu nourris une vache avec du grain pour faire de la viande, ça, c'est pas écologique. Mais en biodynamie, tu as des vaches, tu produis sur la ferme des fourrages, tu produis des céréales pour l'alimentation humaine, il y a peut-être un petit peu de céréales qui vont aux animaux, tu as du fumier, puis tu fais un système qui est intéressant. Mais ce modèle-là ne peut pas être étendu à un pays? Il ne l'est pas. Je veux dire, en biodynamie, en Allemagne, les pays où il y en a le plus, c'est quand même Nouvelle-Zélande, l'Australie, il y a des très grandes superficies en biodynamie. L'idéal de la ferme autosuffisante, c'est un idéal, mais on peut appliquer des principes qui s'approchent de ça, de diminuer les importations puis diminuer le côté industriel de l'agriculture. Ça va prendre du temps, mais les modèles existent. Mais ce qui devrait disparaître en termes de choses qui n'est pas efficace, c'est les élevages hors sol avec du grain, du soya et du maïs. Puis ça, bien, quand tu auras une viande qui va être certifiée pâturage, comparé à une viande 100 % en grain quasiment, là, on va être peut-être plus dans la norme des choses. Parce que il y a un mouvement végétalien là, qui est là. Qui est très présent, bien, les gens pensent que c'est correct, mais ils n'ont pas tout regardé les tenants et aboutissants de ça. Moi, je pense qu'à long terme, je ne sais pas comment ça va se stabiliser, mais il y a une bonne nouvelle quand même au niveau démographique. La population de la planète augmente, mais le taux d'augmentation de la population, lui, il diminue. Fait qu'on s'en va en 2100 vers une stabilité des populations. Ça, c'est pas dit assez souvent. Dans un avenir prévisible, démographique, la population va se stabiliser. Puis là, on va être capable d'utiliser des techniques qui sont moins peut-être poussées. Puis peut-être que les gens, entre-temps, vont dire la viande, oui, mais on va diminuer, là. Mais moi, je ne prévois pas que la consommation de viande va diminuer. Les Chinois veulent manger de la viande. Ils ont été longtemps qu'ils n'en mangeaient presque pas. Puis là, ils ont les moyens de s'en payer. Ils vont dire, vous autres, vous en avez mangé pendant une centaine d'années en Europe et aux États-Unis, puis nous autres, on commence à en avoir. Il faudrait qu'on arrête d'en manger parce que la planète est dégradée. Je pense pas que les Chinois vont faire ça. Je pense pas. On aura noté un grand absent parmi nos interlocuteurs, l'Union des producteurs agricoles, l'UPA. L'UPA, en effet, a refusé de participer à cette réflexion. Nous savons par ses prises de position passées et récentes qu'elle ne souhaite pas de changement important au régime actuel, mais insiste plutôt pour que les gouvernements aident davantage les fermes pour leur permettre de s'adapter aux contraintes environnementales et de mieux compétitionner sur les marchés intérieurs et extérieurs. L'UPA se dit prête à soutenir et encourager les petits producteurs éco-responsables qui répondent aux attentes des consommateurs pour une agriculture de proximité,
et une agriculture plus écologique, mais pas au point cependant d'accepter de modifier les lois existantes sur le zonage, sur les quotas, sur l'ASRA ou sur son monopole comme ceux-ci le réclament. Nous allons donner le dernier mot à M. Pronovo, qui a aussi rédigé un rapport sur la relève agricole l'an dernier. Je pense qu'il va en avoir une relève. Oui? Oui, j'ai confiance. J'ai réellement confiance. Là. C'est pas, je dis pas ça pour la galerie. Là. Je pense que les contraintes, on va être obligé de les lever une après l'autre. Parce que si on ne fait pas ça, il va nous manquer des éléments importants de notre vie collective, à commencer par de la nourriture. À un moment donné, là. Il y en a beaucoup qui y croient tellement qu'ils le font, même si c'est pas rentable actuellement. Exact. C'est très difficile de vivre de ça. T'sais. Puis j'ai pu aussi voir, en faisant ce rapport-là, voir des magnifiques exemples de ce qu'on peut faire lorsqu'on veut le faire. J'ai vu là, des exemples là, de « Ah mon Dieu! » C'est vraiment, vraiment l'esprit même de l'agriculture qui s'exprime. Beaucoup d'entre eux sont des gens qui pratiquent des productions sous gestion de l'offre. Donc, c'est toute la question des quotas et des prix des quotas. D'autres partent de rien. Là, c'est bien souvent les quotas, mais toujours le prix des terres. Lorsqu'ils réussissent à faire quelque chose de ce côté-là, ils ont de la difficulté à s'y établir, à avoir une maison. Et puis, bon, il y a aussi toute la question des... qui est une question en soi, même si on pourrait la mettre dans la gestion de l'offre, la question des productions hors quota, qui est pour eux très important parce que ça leur permet littéralement d'assurer un revenu qui leur permet de vivre. En gros, là, c'est ça leur problème. La balle est maintenant dans le camp du ministre André Lamontagne. On vit vraiment dans un monde qui change. Hein? Puis, les organisations, que ce soit des entreprises privées, nos gouvernements, les associations, il faut prendre acte de ces changements-là, puis il faut s'adapter. Okay? Puis ce que vous dites, que vous les entendez, ils semblent vouloir, ils disent des choses, mais là, vous dites, oui, mais je ne suis pas sûr que ça va suivre en arrière. Bien, déjà, moi, de constater que j'entends ça dans l'espace public, bien, je me dis que déjà, c'est un premier signal. Mais après ça, bien, c'est de mâcher de la gomme puis marcher en même temps, là. Bien, on va voir. Mais écoutez, les défis qu'on a au Québec. Aujourd'hui, les jeunes qui sortent des écoles d'agriculture, là, je ne veux pas comparer avec le passé. La première chose, nos écoles d'agriculture sont pleines. Ah, oui. Ils débordent. Après ça, on a quasiment une parité, là, je ne veux pas mélanger les hommes et les femmes là-dedans, là, mais il reste qu'on a presque 50 % dans nos écoles que ce sont des femmes. Après ça, on se ramasse avec une éducation, puis je ne viens pas diminuer rien de ce qui s'est fait dans le passé, là, mais aujourd'hui, nos jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, nos jeunes qui sortent de nos écoles d'agriculture, en termes de connaissances, sont ailleurs. Bien, tout le milieu agricole, il faut qu'ils prennent acte de ça, puis qu'ils s'adaptent à ça. Puis, je veux dire, si on a un monopole qui est l'UPA, bien, je veux dire, dans son ADN, en quelque part, il va falloir qu'elle s'adapte à cette réalité-là, parce que c'est tout ce monde-là qui investisse l'agriculture au Québec. Puis après ça, des nouvelles pratiques, là, moi, je suis pas mal sur le terrain, puis j'en rencontre des gens. Puis la différence que je vois quand je rencontre des jeunes de la relève là, qui viennent d'entreprendre, là, leur sens des priorités, leur conscientisation. Tu sais, on parle de la qualité des sols, on parle d'environnement, on parle de... Ces gens-là, là, j'ai pas besoin de leur faire de discours, j'ai pas besoin. C'est les premiers qui vont me donner à manger. Fait qu'en quelque part, c'est le changement, s'il vient pas d'en haut, ultimement, le changement, il vient de la base. Puis c'est certain qu'avec toute la question
du consommateur. Aujourd'hui, là, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'était l'offre qui était le moteur pour tout ça. Aujourd'hui, tout ça, c'est en train de changer. Alors ça aussi, ça va apporter des changements qui vont être obligatoires. Fait que les organismes qui sont en place, qui assurent un peu l'encadrement de toute l'agriculture au Québec, par force de ce qui se passe, vont être obligés de s'adapter. À savoir si les changements vont aller à la vitesse, puis vont se manifester de la façon que tout le monde voudrait qu'ils se manifestent en même temps, ça, je ne le sais pas. Mais je sais que moi, à ma façon, au ministère, je peux vous dire une chose, je suis en poste depuis 9 mois, puis si vous allez rencontrer les gens, les fonctionnaires, les équipes avec qui je travaille, on a beaucoup de changements qu'on amorce. Il y a beaucoup de pitons qu'on est en train de presser. Là. On est identifié un peu comme un gars de studio là, de la musique qui ont plein de boutons sur une console, puis je peux vous dire qu'on a identifié beaucoup de boutons qui vont dans le sens des besoins des consommateurs, qui vont dans le sens de favoriser, d'avoir davantage de produits qui vont directement aux consommateurs, qui vont dans le sens de la qualité des sols, qui vont dans le sens de la diminution de l'utilisation des pesticides, qui vont... Tous ces sujets-là, si on veut, là, c'est tous des sujets qui sont sous mon radar, puis sur lesquels, au ministère, on va travailler, puis on travaille aujourd'hui, mais ailleurs aussi dans la société, c'est en train de changer, là, tu sais. Les jeunes sont très compétents. Oui. Puis ces jeunes-là, puis ces gens-là, puis pas juste eux, mais ces courants-là, bien, eux, ils vont identifier, puis on va le constater, les limitations qu'on leur impose pour qu'ultimement, ils puissent s'exprimer, le talent, puis cette nouvelle agriculture-là. Bien, les changements pour accommoder ça, ça se peut pas qu'ils viennent pas. Ils vont venir. Mais la question fondamentale qui demeure est la suivante. Est-ce que le ministre, dans les conditions actuelles, aura les marges de manœuvre suffisantes pour agir face au bureau du premier ministre, face aux pressions de l'UPA, face au lobby de tous les Monsanto de ce monde, selon l'expression désormais célèbre de l'ex-ministre Pierre Paradis? Nous vous remercions de nous avoir accompagnés pendant ces 12 émissions et nous tenons à remercier les intervenants et les agriculteurs qui ont bien voulu collaborer pour cette réflexion. Nous espérons qu'elles vous auront permis de mieux comprendre les agriculteurs et aussi les enjeux de l'agriculture dans notre vie quotidienne.